Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour essayer de décrypter ensemble la transformation qui s'opère aujourd'hui dans la relation entre les acteurs du sport et leur public, leurs fans. Je m'appelle Pierre Lebeau, je suis journaliste à la rédaction de LinkedIn. Je couvre notamment les actualités tech. Alors on va parler un peu tech aujourd'hui, pas que, je vous rassure, pour essayer ensemble de voir comment la technologie modifie profondément notre manière de regarder et de vivre le sport. Alors ça tombe bien parce que j'ai à mes côtés aujourd'hui des intervenants dont c'est le métier de participer à cette grande transformation. Laissez-moi vous les présenter. Emmanuelle Roger, vous êtes cofondatrice et CEO d'Immersive.io, qui offre aux supporters des expériences de réalité augmentée et en 3D autour de leurs équipes et de leurs compétitions préférées. Victorien Tixier, vous êtes cofondateur et CEO de Scoreplay. C'est une plateforme spécialisée dans la gestion des médias sportifs, notamment grâce à l'IA. Frédéric Devincel, vous êtes directeur général de Media One Sport. Donc vous pilotez la production de contenu en direct et aussi des documentaires et des portraits d'athlètes. Et enfin Florian Pagès, responsable des partenariats médias et sport chez YouTube. Je n'ai pas besoin de détailler ce que fait YouTube, je pense que tout le monde est au courant. Donc voilà, le sport devient aujourd'hui un univers de contenu. Les fans ne consomment plus uniquement le sport en live, mais aussi tout au long de la semaine, tout au long de l'année, sur différentes plateformes, sur différents formats, des replays, des highlights, ces fameuses compilations de meilleurs moments. On va donc essayer de comprendre ensemble comment tout ça s'articule entre les plateformes, la technologie, la production de contenu et les expériences immersives. Ma première question, elle est pour vous, Florian Pagès. Sur YouTube, qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière dont les fans se connectent aujourd'hui au sport ? Écoutez, bonjour à tous. Merci Pierre. Alors, tout le monde connaît YouTube, mais peut-être un mot sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme de partage de vidéos. Et si je dis ça, c'est par opposition à d'autres statuts. Nous ne sommes pas un diffuseur, nous n'achetons pas de droits et nous ne sommes pas un réseau social. Donc nous sommes une plateforme de partage de vidéos avec un certain succès, 2,7 milliards d'utilisateurs dans le monde tous les mois, plus de 40 millions en France. Et ça s'appuie sur deux pieds. Le premier pied, c'est une protection des contenus et le deuxième pied, c'est une mécanique de monétisation performante. Et donc pour répondre à votre question, Pierre, sur qu'est-ce qui a changé avec YouTube dans la connexion que font les fans avec leur sport, je dirais à peu près tout. Et pas simplement avec l'arrivée de YouTube, avec l'arrivée d'Internet et du monde digital en général. C'est-à-dire que moi, j'ai 40 ans, même plus de 40 ans, et comme beaucoup ici, ma connexion avec le sport quand j'avais 20 ans, c'était d'attendre religieusement le week-end pour regarder Stade 2 ou regarder Téléfoot. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans ou moi-même, je peux connecter avec mon sport toute la journée. Si je veux regarder à 4 h du matin, après le match de foot, les meilleurs moments de Kylian Mbappé sur YouTube, je peux le faire à tout moment de la semaine. Et si je peux le faire donc à tous les moments de la semaine et surtout avec une profondeur de contenu inégalée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les diffuseurs qui sont sur YouTube, mais il y a également évidemment les fédérations. Je vous invite à regarder ce que fait la Fédération française de football sur YouTube. Il y a des images de coulisses absolument incroyables. Et il y a également les créateurs, il y a tout un tas de chaînes YouTube, de commentateurs, d'athlètes qui nous proposent un contenu hyper profond et qui me permettent de connecter avec mon sport de façon inégalée dans l'histoire. On l'a bien compris, il y a une profusion de contenu. Il y a à la fois les diffuseurs officiels, les athlètes, les clubs. Cette profusion de contenu, Frédéric Devincel, qu'est-ce que ça change sur la manière de produire et de raconter le sport ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais moi, je voudrais faire un petit préambule un peu préhistorique, parce que je voyais dans le libellé de cette intervention le rapport aux consommateurs et aux fans dans le sport. Et il y a un mot que j'aime bien, qui existe quand même encore un petit peu, qui est le téléspectateur, parce que c'est peut-être l'ancêtre de ce qu'est le fan ou le consommateur. Mais quand même, ce qui est très frappant, c'est que, on le sait tous, on est dans un monde où la télévision baisse année après année, la consommation perd énormément de téléspectateurs tous les ans. Et dans cette baisse très forte, il y a un bastion, une cathédrale qui résiste et qui fait même mieux que résister, c'est le sport.
Le sport à la télévision reste un bastion intouchable et il y a même des éléments très très frappants ces derniers mois et même ces derniers jours. Le match d'ouverture de l'équipe de France à la Coupe du Monde la semaine dernière fait 14 millions de téléspectateurs. C'est le meilleur score pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde de l'équipe de France depuis 2014. Le match du 3e tour de poule, c'est le meilleur score historique ever pour un match de Coupe du Monde en 3e tour de poule. Les JO de Milan-Cortina, c'est le meilleur score, la cérémonie d'ouverture, depuis 20 ans. Le top 14 fait ses meilleurs scores sur Canal+, la F1 aussi. Roland-Garros, la saison dernière, est au plus haut. Et cette année a encore fait des très bons scores malgré l'absence des joueurs français. Le tournoi Destination fait des scores absolument incroyables et bat même les scores de l'équipe de France de foot. Bref, tout ça pour dire que avant qu'il y ait des fans et des consommateurs, il y a des téléspectateurs qui sont très nombreux et évidemment ces téléspectateurs, ces consommateurs et ces fans, ce sont les mêmes personnes à qui on veut raconter des histoires, faire partager des émotions et le live est un des biais, un des vecteurs de cette émotion et il y en a bien d'autres dans les histoires qu'on raconte. Mais on est d'accord que dans les contenus que vous produisez aujourd'hui, vous essayez de le faire aussi pour la distribution ensuite sur les différentes plateformes, etc., là où les fans consomment aussi du sport? Oui, bien sûr. Alors, si je poursuis peut-être 2 minutes, mais parce qu'il y a 2 exemples que je trouve assez intéressants. Media One, donc un groupe de production à taille mondiale, parce qu'on a un acteur vraiment mondial. On a une filiale aux États-Unis qui s'appelle Plan B, qui appartient à certains Brad Pitt. C'est lui qui a produit le film Formule 1 l'année dernière. Formule 1 est un énorme succès au box-office, ça fait 600 millions de dollars de recettes. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'après la diffusion de Formule 1, le nombre de fans abonnés au compte de Formula One aux États-Unis a augmenté de 52 millions. Ils ont fait plus 11%. Autre exemple, Drive to Survive, qui n'est pas produit par Media One pour le coup, a été diffusé sur Netflix depuis 6 saisons, je crois. Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous regardez la structure d'audience des gens qui regardent la F1, donc je ne parle pas de Drive Survive, mais je parle vraiment du produit primeur qui est les courses de F1. En 2018, les 15-34 ans, donc les jeunes, représentaient 15% sur 100 personnes qui regardaient, 15 avaient 15-34 ans. Aujourd'hui, c'est 25%. Et en France, on est passé de 17 à 32% de jeunes dans la structure d'audience. Donc, le fait de produire des histoires comme F1, produire des émissions comme Drive to Survive, conduit en effet les fans à venir consommer le programme. Et j'ai un autre exemple, et je termine. C'est un programme qui s'appelle Heated Rivalry, que certains connaissent peut-être, qui raconte... alors là, c'est de la fiction pure. Ça raconte une histoire d'amour entre 2 joueurs de hockey dans des équipes fictives, qui a rencontré un succès incroyable. Et grâce à ce succès, la NHL, qui n'avait pas investi dans le programme, ils n'ont pas mis un seul euro, ils ont vu les ventes de tickets progresser de 20%. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le fan peut venir aussi à travers des personnages, une histoire, et même pas tellement à travers le sport, mais que ça profite au sport derrière. Ouais, c'est vraiment une transformation profonde. J'aimerais rebondir avec vous, Emmanuel Roger, là-dessus, sur les nouveaux formats. Quels sont les nouveaux moyens de diffusion pour le sport aussi, notamment dans les technologies immersives dont vous êtes une professionnelle? Oui, et d'abord pour rebondir sur ce que disait Frédéric, moi je suis un bon exemple en tout cas, des gens qui sont arrivés sur la F1, en fan de F1, grâce à Drive to Survive. Donc je vais peut-être pas partie de la catégorie des plus jeunes, mais en tout cas, j'en suis un exemple. Et pour revenir à votre question sur les contenus immersifs, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nouvelles formes de contenu vidéo, de la vidéo immersive 180 degrés, 360 degrés, qui peut être consommée sur de nouveaux médiums, que ce soit les casques de réalité virtuelle. Vous devez potentiellement connaître le MetaQuest, le casque de Apple, le casque de Samsung qui est sorti. Donc ce sont des devices qui sont encore peu adoptés, ou en tout cas pas adoptés massivement par le grand public, mais c'est un moyen de s'immerger au plus près de l'action grâce à ces vidéos immersives. Il y a un tout nouveau lieu du sport qui est en train de naître aux États-Unis, qui est créé par la société Cosm. Ce sont des lieux à mi-chemin entre le bar, le cinéma et les gradins.
On vient sur place, on peut prendre sa conso, on est très confortablement installé face à un écran géant immersif face à nous. Et donc ça nous permet de vivre l'événement comme si on était au stade, tout en ayant l'ambiance qu'on pourrait avoir dans un bar avec les supporters et le confort d'une salle de cinéma. Et donc c'est très intéressant de voir ces nouvelles façons de consommer arriver grâce à ce nouveau contenu immersif. Ça, c'est pour la première partie. Sur la partie vidéo, du coup, nouveau format de vidéo. Et puis, aujourd'hui, on a une nouvelle forme de contenu qui est drivé par la data sportive. La data sportive, au sens où je l'entends, c'est le tracking des joueurs. Donc aujourd'hui, les événements sportifs sont capables de traquer tous les mouvements des joueurs. Et grâce à cette donnée, on est capable, dans des environnements 3D, de recréer le match en direct avec des avatars. Et donc, ce nouveau type de format-là peut être diffusé sur une télé traditionnelle, sur une plateforme de streaming, et on peut imaginer ce qu'on veut dedans comme narratif. Il y a eu des exemples aux États-Unis avec ESPN et la marque Disney. Il y a eu des matchs de NFL qui étaient diffusés avec les personnages des Simpsons, des matchs de la NBA avec les personnages de Mickey Mouse, des matchs de la NHL avec Green City Park. Et donc on ouvre tout un champ des possibles en termes d'imaginaire, et ça permet aussi, évidemment, et c'est l'objectif, de toucher des audiences beaucoup plus jeunes, avec des IP existantes pour les rapprocher du sport et de ce que veut dire le sport. J'ai un dernier point sur ça qui est cette donnée 3D, indépendamment de ce flux alternatif gamifié, peut ouvrir le champ vers de nouvelles expériences interactives et laisser les fans contrôler un peu leur expérience du match. Merci. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse au contenu en tant qu'actif stratégique, et je vais venir vers vous, Victorien Tixier. Quand les clubs, les ligues, les athlètes, les marques, les créateurs produisent de plus en plus de contenu, comment les ayants droit peuvent-ils mieux organiser et valoriser justement ces actifs ? Je pense que là, les trois interventions ont bien résumé aussi le challenge qu'il y a. En effet, il y a de plus en plus d'expériences possibles, de types de contenus qui sont créés, que ce soit du docu-série, du behind the scenes, des nouveaux formats, des nouvelles expériences sur les réseaux sociaux, dans des bars, avec des nouveaux devices. Mais du coup, ça crée aussi un énorme challenge qui est juste le bruit. Comment on se retrouve là-dedans et au-delà de ça, on vient aussi rajouter que le sport est en concurrence avec tous les autres types de contenus. Et il y a un phénomène qui est évident en ce moment, qui est la Gen AI, où maintenant tout le monde peut créer du contenu de plus en plus quali, de plus en plus rapidement et à moindre coût. Comme disait Frédéric, ce qui est intéressant, c'est que le sport a ce côté storytelling, ce côté live qui fait qu'il ne sera jamais remplacé par de l'IA. Et ça, c'est la grande force du sport. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a aussi beaucoup plus d'investisseurs. Il y a énormément d'investisseurs récemment qui sont rentrés dans les clubs, dans les ligues, parce que c'est une IP et c'est un actif qui est assez unique. Et le fait qu'il y ait une vraie authenticité de ce contenu le rend hyper valuable. Mais la question du coup après ça, c'est comment je vais être très intentionnel pour réussir à monétiser ce que j'ai sans perdre mon authenticité. Et ça, c'est la problématique aujourd'hui la plus difficile à craquer pour tous ces clubs, ces ayants droit. Je pense que la LFP, qui est un des clients de Media One, est un bon exemple où à vouloir changer tout le temps de diffuseur, à vouloir monétiser un maximum, à vouloir traiter peut-être les fans un peu trop comme des consommateurs, on perd ce côté authentique, ce travail sur le produit culturel qui est aussi dangereux. Et du coup, le plus gros challenge aujourd'hui, c'est comment j'arrive à scaler ma production, à réussir à m'adresser à des nouveaux types d'audience, que ce soit à l'international, que ce soit sur des nouveaux formats, tout en gardant mon storytelling, mon authenticité. Et la meilleure réponse à ça, c'est souvent la technologie, parce que ça permet d'analyser les comportements, d'analyser ce qui fonctionne moins bien, et surtout de venir personnaliser l'expérience en fonction du type de population à laquelle on s'adresse. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus qui est fait par les clubs, les ligues et les fédérations. Ouais, merci. Donc, il faut que tout ça se structure. Et cette structuration, elle est essentielle, Florian Pagès, pour permettre au contenu de circuler tout en respectant les droits. Oui, en effet, c'est ce que je disais dans mon introduction. Un élément essentiel, c'est la protection des droits.
Et sur YouTube, ça a été pris en compte dès le début. YouTube, c'est une plateforme qui a 21 ans. Et dès le début, dans les premières années, on a lancé une technologie qui s'appelle Content ID, dont le but est de protéger les détenteurs des droits. Donc aujourd'hui, concrètement, avec la Coupe du Monde de football, on s'assure que simplement M6, beIN et la FIFA puissent mettre en ligne sur YouTube, en France en tout cas, des contenus officiels. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est la pierre angulaire pour que le système fonctionne et pour que les acteurs nous fassent confiance. Donc oui, on a cette protection sur YouTube qui s'appelle Content ID. Est-ce que c'est des discussions que vous avez, vous aussi, Frédéric ? Nous, on est producteurs de contenu, donc notre métier, c'est de livrer à un client un contenu dont il est en général propriétaire de l'IP. Donc c'est lui qui fait en sorte de défendre les droits avec tous les outils qui sont mis à disposition. Et en effet, ce qui est proposé par YouTube et pour tous les gens qui ont du contenu à défendre, on sait que ça marche extrêmement bien. Mais nous, notre métier s'arrête, je dirais, un petit peu à la livraison de bonne fin d'un bon programme commandé par un client. Ouais. Ouais, ça marche. On voit aussi maintenant des créateurs devenir diffuseurs. Des créateurs qui sont notamment sur YouTube. Je m'adresse à vous, Florian, qu'est-ce que ça raconte de l'évolution du sport média aujourd'hui ? Alors ça c'est vrai que c'est un phénomène absolument incroyable. Et pour l'histoire, rapidement, ça a commencé au Brésil. Vous connaissez peut-être KZTV. KZTV, c'est Casimiro, c'est un créateur YouTube qui s'est associé avec une agence qui s'appelle LiveMode, qui devient un géant des médias. Pour vous donner une idée, Cristiano Ronaldo vient de devenir actionnaire de LiveMode. Et le principe est très simple, c'est en tant que créateur, il va faire quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années, il va acheter des droits sportifs, de la même façon que TF1 pourrait le faire. Donc ça a commencé avec la Coupe du Monde, je crois, au Qatar en 2022, où il a acheté des droits au Brésil. Ça a été un succès incroyable. Et évidemment, l'histoire a continué. Pour vous donner une idée, il a acheté aussi les droits de la Ligue 1 au Brésil. Donc le créateur YouTube diffuse en free-to-air, en gratuit, sur sa chaîne YouTube. Évidemment, c'est géobloqué au Brésil, les matchs de la Ligue 1. Aujourd'hui, il diffuse les matchs de la Coupe du Monde d'Amérique du Nord, avec un succès incroyable. Il a eu 18 millions de téléspectateurs simultanés sur le dernier match Brésil-Écosse. Et évidemment, ce modèle-là commence à se répliquer. Il y a un exemple que vous connaissez sans doute en France, c'est Zach Nani qui a acheté les droits du championnat d'Arabie Saoudite, qui a acheté les droits de l'équipe de France Espoir. Il y a même un autre Français qui a acheté, Florian Marlière, qui a acheté les droits de la première chip, c'est le championnat de rugby anglais, à des tout petits prix, parce qu'il n'y avait aucun diffuseur qui souhaitait acheter ces droits. Et maintenant, ces matchs sont diffusés sur leur chaîne gratuitement sur YouTube. Donc c'est un modèle qui explose, qu'on va voir de plus en plus. Et je pourrais reprendre peut-être le dernier exemple, LiveMode. Donc cet acteur brésilien vient de s'installer au Portugal. Et aujourd'hui, 34 matchs de la Coupe du Monde de Brésil, de la Coupe du Monde américaine, sont disponibles au Portugal, en gratuit au Brésil, sur cette chaîne gérée par LiveMode. Donc c'est un phénomène qui va arriver de plus en plus. Et on essaie de l'accompagner, nous, chez YouTube. Frédéric, vous voulez rebondir ? Non, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que Florian explique, c'est donc des achats de droits et donc ce sont des créateurs de contenu qui deviennent des diffuseurs, en effet comme TF1 M6. Et puis il y a le deuxième pendant qui est la production qui m'intéresse moi plus, c'est comment des créateurs de contenu produisent des événements autour du sport qui parfois ils les revisitent ou que parfois même ils mettent en avant des sports un peu confidentiels et ils en font un truc un peu hype. Évidemment, on connaît tous JP Explorer, qui est jusqu'à présent le record. Alors malheureusement, c'est pas sur YouTube, c'est sur Twitch. Je suis désolé, mais qui fait 1 300 000 téléspectateurs équivalents. Donc c'est quand même assez puissant. On connaît le Eleven All-Star du foot de Amine Mathieu. Il y a eu très récemment un événement de rugby qui a très bien marché, le Crunch Creator. Et puis il y a eu un peu plus exotique, le Bouzeux,
qui a organisé un championnat de fléchettes avec ses copains et qui a lui aussi rencontré un grand succès. Et avec un truc intéressant, c'est qu'ils arrivent à mélanger à la fois une diffusion en live sur Twitch, mais également des droits pour RMC, la chaîne linéaire qui diffusait en parallèle. Et donc il y a des écosystèmes qui peuvent apparaître concurrents, qui finalement se retrouvent ensemble sur un événement. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans cette content creation, c'est que c'est l'occasion d'inventer des concepts de sport, tout simplement, de les promouvoir. Et puis, évidemment, ce qu'on voit, c'est que, puisqu'on parle de fans, moi, je pense que les gens qui viennent et qui suivent ces événements, ils le suivent surtout à cause ou grâce aux créateurs de contenu, plus qu'au sport en lui-même. Encore une fois, ils ont fait des fléchettes, ils auraient fait de la pétanque, ça aurait sûrement tout aussi bien marché. Donc voilà, mais en tout cas, ça permet de mettre en avant des sports parfois un petit peu moins exposés. Victorien, peut-être que vous pouvez rebondir là-dessus. En tant que vous, plateforme de gestion des contenus médias sportifs, comment vous gérez tout cet écosystème ? L'enjeu, c'est de maximiser la distribution. Et donc, les créateurs, c'est un parfait exemple. Un autre type de créateur qui est peut-être le plus important dans le sport, en fait, c'est l'athlète. Parce que à la fin, les fans de sport vont souvent suivre des athlètes. Donc là, par exemple, à la Coupe du Monde, on a une app mobile que tous les athlètes utilisent pour télécharger leurs photos, leurs vidéos à la fin des matchs et publier sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie des contenus qui sont les plus engageants sur les réseaux sociaux. Il y a un énorme enjeu de droit. Donc c'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'est-ce que je peux mettre à disposition de qui en fonction des droits qu'ils peuvent avoir et toujours optimiser entre l'engagement que ça peut créer et donc derrière qui peut être monétisé de d'autres manières avec du partnerships, driver de l'audience et de la subscription derrière sur les matchs et en même temps garder aussi du contenu premium que je peux venir monétiser à mes ayants droit. Donc ça, c'est l'autre partie, c'est comment je peux améliorer tout le contenu qui est créé pour mes diffuseurs internationaux, mes diffuseurs nationaux, venir apporter plus que juste le match, mais potentiellement des images après les matchs, des documentaires, des choses qui viennent permettre de les aider à raconter l'histoire sans avoir à eux-mêmes payer les coûts de production. Et ça, c'est aussi quelque chose que des sociétés de production comme Media One peuvent bien faire. Et donc, nous, l'enjeu qu'on avait, c'était, à la fin, l'écosystème du sport, il est assez limité. C'est un événement, des athlètes ou influenceurs autour de cet événement, des sponsors et ensuite des diffuseurs. Et on essaie de créer une infrastructure qui vient distribuer le bon contenu au bon moment, au bon type d'utilisateur. Et comme ça permet de mieux raconter l'histoire et d'être beaucoup plus intentionnel dans ce qu'on fait. Oui, en fait, le sport devient une expérience continue et non pas juste le temps d'une compétition. Peut-être que, Emmanuel Roger, vous pouvez nous expliquer comment aujourd'hui les expériences immersives prolongent cette relation entre le fan et un événement sportif et entre le fan et les athlètes dont parlait Victorien. Oui, tout à fait. Justement, les environnements immersifs permettent à des gens qui ne peuvent pas se rendre au stade ou qui n'ont pas acheté un billet à temps avant que ce soit sold out, de vivre l'expérience comme s'ils étaient sur place, voire même mieux en fait que s'ils étaient au stade, grâce au théâtre immersif dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me projette au plus près du terrain, au plus près de l'action, en plus avec des points de vue auxquels je ne pourrais jamais espérer prétendre quand je suis sur place, parce que ça va être bord terrain, derrière les cages, etc., avec une réalisation qui est faite spécifiquement pour ça. Et c'est vrai que ce soit donc, dans ces théâtres immersifs ou dans les casques. Et donc ça permet forcément d'amener le stade en dehors du stade et de le rendre accessible à beaucoup plus de fans. Et donc, indépendamment de ça, sur la partie plutôt recréation 3D, la grosse valeur qui est apportée par ces recréations toutes nouvelles des matchs en 3D, c'est de permettre d'avoir un point de vue unique ou une infinité de points de vue sur le match en direct. Donc concrètement, et c'est ce qu'on fait là en ce moment avec la BBC pour la Coupe du Monde au Royaume-Uni, tous les fans au UK peuvent aller sur la plateforme et se dire je vais regarder ce match en direct, en 3D, depuis les yeux de, on va prendre Mbappé comme joueur par hasard, et de le regarder en first person, en third person, de le voir ça en direct, mais du coup de revenir voir des actions, n'importe quelle action, et finalement être en contrôle, maître de la réalisation qui m'intéresse si j'ai envie d'interagir avec le contenu. Et finalement, ce qu'on a vu aussi et qui est assez intéressant pour rebondir sur le sujet d'avant, c'est comment les fans se sont appropriés ce contenu pour ensuite venir partager leur perspective de telle action
avec leurs audiences sur les réseaux sociaux. Donc il y a des posts qui ont été viraux. Par exemple, j'en cite un, celui du but de Haaland contre l'Irak, avec Haaland qui charge le gardien en sprintant à toute allure. Et donc le tweet qui a été repris par tout le monde, c'est le point de vue du gardien et à quel point c'était compliqué pour le gardien de lutter contre la charge de Haaland. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment les gens, finalement, ont envie de raconter à leurs audiences leur propre vision du match et d'une action en particulier. Ouais, donc vos technologies, elles offrent comment dire, un rôle de prolongement de l'expérience du sport. Florian Pages, comment les plateformes aujourd'hui, quel rôle elles jouent justement dans le prolongement permanent avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement? Donc, le principe de YouTube, c'est une plateforme de vidéo à la demande. Donc, le principe, c'est que je peux regarder le contenu quand je veux. Et si je prends l'exemple d'hier soir du match, je pense que tout le monde est un peu fatigué ce soir parce qu'on a regardé le match tard. Mais regardez ce qu'a fait M6. M6 qui était peu présent. Je regarde Frédéric qui était chez M6 il y a quelques années, qui était peu présent sur YouTube encore il y a quelques années. Aujourd'hui, fait un travail incroyable sur YouTube. Leur chaîne s'appelle M6 Plus Coupe du Monde 2026. Ils ont diffusé avant le match, pendant 1h10, un live où on voyait les images du terrain, on voyait Mbappé dans le couloir, on voyait les entraînements des joueurs. Donc on pouvait commencer à sentir cette tension monter. C'est des images qui n'existaient pas il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Donc c'est la première chose. M6 enchaîne en faisant ce qu'on appelle du near live, c'est-à-dire qu'on a vu les 3 buts, que ce soit de Mbappé ou de Barcola. Pendant le match, les images des buts étaient diffusées sur YouTube, des courts extraits. Et après le coup de sifflet final, on a eu un résumé de 15 minutes directement, parfaitement édité sur la chaîne M6. Et depuis, il y a eu encore d'autres formes de contenu. Il y a eu l'interview de Didier Deschamps, il y a eu la conférence de presse de Didier Deschamps, il y a eu les commentaires de l'émission qui est faite sur M6, etc., etc., etc. Donc la profondeur des contenus et le niveau d'engagement des fans, elle est sans équivalent. Voilà. Ok, pour les 5-6 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la monétisation et des nouveaux modèles économiques. Victorien, pour qu'un contenu sportif devienne un actif économique, qu'est-ce qu'il faut maîtriser en amont? Déjà, ça dépend vraiment du type d'ayant droit. Nous, par exemple, on va travailler avec des ayants droit comme on a cité la FIFA, mais on bosse aussi avec des ligues émergentes. Je sais pas, la Kings League, qui va être l'inverse de la FIFA, qui va construire une compétition de zéro, avec des règles de zéro, en s'appuyant sur beaucoup de créateurs, etc. Eux, ils n'ont pas du tout une stratégie de monétisation. En année 1, 2, 3, ils ont une stratégie de création de l'audience. Et donc, ça veut dire être le plus présent possible sur tous les canaux de communication possibles. Et donc là, au départ, on est vraiment sur une stratégie de je mets le moins de barrières à l'entrée possible. Petit à petit, une fois que et si on prend des ayants droit plus installés, la stratégie elle va être beaucoup plus sur comment j'arrive à construire de la rareté. Le live, c'est le sujet évident, puisque c'est le contenu rare par excellence, mais il peut y avoir des contenus exclusifs. Je crois que on a eu l'exemple avec le PSG juste avant qui expliquait que pour leurs abonnés, ils vont garder un certain type de contenu qu'ils vont partager juste en exclusivité pour eux. Pour certains partenaires, ils vont pouvoir aller construire du contenu qui va bien avec leur storytelling. Je sais pas, la FIFA, la Coupe du Monde, Rexona qui est en dessous de l'aisselle des arbitres quand ils lèvent la coupe et ils ont fait tout un travail autour de cette histoire. Et c'est en fait au final la FIFA qui produit le contenu pour ce sponsor-là. Donc il y a tout un travail autour du storytelling aussi. Donc c'est vraiment réfléchir à chaque type de contenu, quelle audience, pour quel type de client, et venir trouver une histoire qui est à la croisée de l'engagement et de la monétisation. Emmanuel, côté technologie immersive, quels sont les nouveaux leviers de monétisation? Oui, nous, c'est intéressant parce qu'on est vraiment au balbutiement d'un nouveau marché. Donc, pour les ligues ou les organisateurs d'événements sportifs, il y a une opportunité potentiellement d'avoir de nouveaux
sets de droits médias pour des contenus immersifs, mais aussi des nouveaux sets de droits de data qui vont permettre de créer du contenu à partir de la donnée 3D. Ça, c'est côté organisateur d'événements. Et ensuite, côté ayant droit, il y a la possibilité, avec les univers immersifs, d'imaginer tout un tas de nouvelles formes de monétisation et d'embarquer des partenaires avec des activations qui n'ont pas de limite, puisqu'en 3D, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc ça ouvre tout un champ des possibles en termes de monétisation. Et enfin, Florian, difficile de ne pas parler de YouTube quand on parle de monétisation du contenu. YouTube permet aux créateurs de monétiser justement leur contenu, les publicités, les abonnements, etc. Est-ce que cette monétisation, ça devient un levier de structuration pour le sport? Totalement. Et le modèle de monétisation sur YouTube, il a été lancé quasiment en même temps que YouTube, donc il y a plus de 20 ans. Alors, le modèle, pour en parler en 30 secondes, si vous lancez votre chaîne YouTube demain, à partir d'un certain niveau, donc c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pouvez prétendre à participer au programme, ce qu'on appelle YPP, donc devenir partenaire pour faire un partage de revenus publicitaires avec YouTube. Et à partir de ce moment-là, 55%, le chiffre est absolument public, 55% des revenus publicitaires réalisés sur votre chaîne vous sont reversés. Que vous soyez Cristiano Ronaldo, la FIFA ou moi-même avec mes vidéos de vacances. C'est le même modèle pour tout le monde. Et ce modèle-là, qui est hyper vertueux, a permis, comme vous le disiez Pierre, de créer en fait une économie, une nouvelle économie qu'on appelle la créateur économie. Donc on le voit beaucoup avec les créateurs dont on parle beaucoup sur YouTube, mais également avec les créateurs de sport. Un Zach Nani ou d'autres créateurs qui vont acheter des droits, ou même s'ils n'achètent pas de droits, peuvent commencer à réaliser des revenus avec la publicité. Il y a également d'autres modèles de monétisation. Ils peuvent faire ce qu'on appelle du brand content, donc avoir des sponsors. Il y a aussi d'autres modèles de monétisation avec les lives, monétisation derrière un paywall. Il y a d'autres mécaniques, mais la mécanique principale reste la publicité sur YouTube. Il nous reste une petite minute pour conclure. Je vais vous poser la même question à tous et il va falloir répondre par quelques mots. Je voulais savoir comment, on va essayer de se projeter un peu dans le futur. Comment vous voyez le futur de la relation entre le sport et ses publics, ses fans, ses consommateurs? Allez-y Frédéric, je vous en prie. Je vois une relation harmonieuse. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, si je me place dans mon point de vue de producteur, on est au cœur des émotions. C'est-à-dire le sport, c'est vraiment le Graal en termes d'émotions qu'on peut vivre quand on assiste dans un stade ou quand on regarde à la télévision un événement sportif. Et quand on est producteur, le métier de producteur, c'est de raconter des histoires et produire des émotions. Donc ce sont deux univers qui se croisent, qui s'interpénètrent complètement. Et donc c'est pour ça que je suis convaincu que Media One Sport a un avenir radieux dans cet univers. Victorien? Moi, je suis assez curieux de quel va être le rôle, encore une fois, de l'IA là-dedans. Et comment ces organisations vont trouver le bon compromis entre, encore une fois, automatiser beaucoup de leur production parce qu'il y a une quantité de contenu à produire stratosphérique et en même temps garder leur identité. Et je pense que celles qui réussiront à trouver ce juste milieu et à faire les choses le plus intelligemment possible seront celles qui vont réussir dans ce nouveau monde. Mais il faut être assez dans l'anticipation des enjeux parce que c'est quelque chose qui sont en compétition avec à la fois l'international et à la fois d'autres types de contenus. Donc c'est des sujets qu'il faut prendre maintenant. Ok, donc on a le récit, l'identité, Florian? Écoutez, moi je pense aux fans de sport. Je pense que beaucoup ici sont fans de sport, je le suis particulièrement. Et mon message, c'est simplement, je pense qu'il n'y a jamais eu de période plus vertueuse, plus excitante pour consommer du sport. Parce qu'on peut, comme on l'a dit tout au long de cette séquence, on peut connecter avec son sport de façon très intense, comme on ne l'a jamais fait dans le passé. Donc je suis plutôt heureux pour l'avenir et YouTube aura une place dans cet avenir. Et le mot de la fin, il est pour vous, Emmanuel. Super, nous, notre vision, c'est vraiment que
de donner de plus en plus de contrôle et de possibilités aux fans dans son expérience du sport en direct ou après match. Et avec les évolutions qu'on voit de la technologie, de l'IA en particulier, notre vision, c'est que aujourd'hui, ces recréations 3D qu'on fait avec des avatars qui sont soit gamifiés, soit réalistes, le futur de ça, finalement, c'est que ce sera de la vidéo en 3D. Et que ça va bouleverser non seulement la manière dont nous, les fans, on consomme et pourront faire notre propre réalisation des matchs, du sport, mais aussi la manière dont le sport sera produit. Et ça, assez, on va dire à moyen terme en tout cas. Très bien, merci à tous les quatre et merci à tous de nous avoir écoutés.